Bonjour, je m'appelle Romain, je suis développeur de PyPy depuis à peu près 2 ans et maintenant je peux faire ça en étant payé grâce à la communauté, donc je voulais profiter de ce moment pour remercier tout le monde. Et donc je vais vous présenter aujourd'hui PyPy, qui est une implémentation de Python écrite en Python. Et donc juste pour qu'on soit sur le même vocabulaire, quand je parle de Python, je parle du langage seulement. Quand vous tapez Python, en fait, vous lancez CPython. Donc je fais bien la distinction. Et après, donc moi sur ce quoi je travaille, c'est PyPy, qui est implémenté en RPython. Et après, il y a des gens qui prononcent PyPy, PyPy, et ça n'a rien à voir. Voilà. Donc oui, c'est un interpréteur Python écrit en RPython, qui est un sous-ensemble de Python que je vais détailler plus tard. Et donc on vise surtout, principalement, les performances, et en même temps à être 100% compatible, sauf les détails d'implémentation, mais à être 100% compatible avec ces Python sur le code Python. Donc oui, RPython, c'est un langage dans lequel vous pouvez écrire des machines virtuelles. C'est un sous-ensemble de Python sur lequel on peut faire de l'inférence de type, en fait, et c'est un langage statiquement typé. Et donc, ça sert qu'à implémenter des machines virtuelles parce que quand vous écrivez des programmes normaux, les inconvénients dépassent les avantages. Et les avantages, c'est surtout que justement, on a un compilateur juste à temps qui est automatiquement généré à partir de l'interpréteur écrit en Python. Et à côté, on rajoute aussi un garbage collector. Ce qui fait qu'en fait, vous pouvez avoir plusieurs interpréteurs écrits avec RPython. Et vous écrivez juste l'interpréteur, vous n'avez pas à écrire de garbage collector et pas à écrire de just-in-time compiler. Et par exemple, oui, donc on a notre implémentation PyPy qui est de Python. On a une implémentation de Ruby qui s'appelle Topaz, qui commence à pas mal avancer. On a une implémentation de PHP qui est aussi pas mal. Et notamment, oui, il y a une implémentation du langage Brainfuck qui est et l'implémentation fait 130 lignes de code et le code a un JIT, enfin l'interpréteur a un JIT en 130 lignes de code, ce qui est quand même pas mal, quoi. Et donc oui, le projet PyPy a été créé il y a plus de 10 ans. À l'époque, en fait, je ne sais pas si les plus anciens d'entre nous se rappellent de Psycho. C'était un JIT pour CPython. Et le problème, c'est que c'était immaintenable parce que fallait porter vers 64 bits. C'était l'époque où il fallait porter vers 64 bits. Et c'était immaintenable. Et en fait, on s'est rendu compte qu'écrire un JIT pour Python, en fait, c'était difficile. Et donc, à la place, on a choisi de générer le JIT automatiquement. Et donc, aujourd'hui, PyPy, on supporte principalement x86 et 64 bits. Et grâce à la Raspberry Pi Foundation, qui a financé un de nos développeurs, on a aussi un port d'ARM qui tourne sur Raspberry Pi. Et les performances sont très bonnes. Donc, et il y a aussi des ports vers PPC en cours et je ne sais plus d'autres architectures. On supporte principalement Linux, macOS et Windows. Windows 32 bits, on n'a pas pour l'instant de 64 bits. Tu peux parler un peu plus fort. D'accord. Dirige le micro vers Ok, donc oui, on a un port, on supporte Linux, macOS et Windows 32 bits. On n'a pas pour l'instant de port vers 64 bits. Et on sait qu'il y a des gens qui s'en servent en production et qui font beaucoup d'argent avec, donc on est assez content. Donc les performances actuelles de PyPy, en fait pour mesurer les performances, on a un site qui s'appelle speed.pypy.org qui lance des benchmarks, pas des micro-benchmarks, des vrais benchmarks de vraies applications. Par exemple, le benchmark Django, ça utilise ça benchmark le système de template de Django. Il y a plusieurs benchmarks sur Twisted et sur la détection de spam. Spambase, c'est un algorithme de détection de spam. Et donc aussi, on a au fil du temps l'amélioration des performances. Et donc de juin 2010, en juin 2010, on était 1,79 fois plus rapide. Et aujourd'hui, on est 6,26 fois. Donc, et on n'arrête pas d'être plus rapide, donc je pense qu'on a moyen encore d'être beaucoup plus rapide. Et donc, mon ordinateur ne marche pas, et donc je ne peux pas faire la démo, désolé. Mais j'essaierai de la faire en Lightning Talk tout à l'heure.
C'est une démo en fait d'un algorithme de edge detection qui tourne en temps réel. Et en fait, avec PyPy, on peut atteindre 200 FPS à peu près. Et ces Python tournent à 0,1 FPS. Donc voilà, j'essaierai de vous faire la démo. Au pire, si je ne peux pas la faire ce soir, je vous montrerai, je ne sais pas, dehors. Donc oui, c'est grâce au JIT. Le JIT, en fait, il est principalement utilisé pour optimiser. Enfin, on optimise au niveau des boucles, donc pas au niveau des fonctions, contrairement à d'autres JIT comme Java ou V8 de Google. Et on optimise aussi les fonctions récursives. Ça sert parfois, typiquement pour les gens qui essayent de benchmarker PyPy en faisant factoriel récursif. Du coup, on était plus lent et donc c'est un micro-benchmark qui ne sert à rien, mais maintenant on est rapide dessus. Et donc le JIT, en fait, ça s'appelle un JIT MetaTracer parce qu'en fait on trace l'interpréteur qui interprète l'application, donc votre application, et ce qui nous permet de le générer automatiquement. Et donc donc si votre boucle tourne moins de 1039 fois, elle ne sera pas optimisée. Donc c'est au bout de la 1039e fois. C'est un nombre premier, enfin je peux expliquer, mais enfin, c'est pas très intéressant pourquoi c'est un nombre premier. Et non, c'est pas juste une blague de mathématicien. Et on essaye de descendre en ce moment ce nombre pour avoir plus pour avoir plus de boucles optimisées. Donc le JIT, il inline presque tout, donc ça veut dire qu'en gros, si vous avez une boucle qui appelle plein de fonctions, toutes les fonctions que vous appelez seront aussi optimisées dans la même trace, ce qui fait qu'en fait, on s'en fiche si vous appelez plein de fonctions. Voilà, typiquement, vous avez plein de fonctions qui appellent du code de bibliothèque, et le code des bibliothèques est aussi optimisé en même temps que votre boucle. Et le JIT optimise qu'un seul chemin à la fois. C'est-à-dire qu'à la 1039e itération, en fait, vous avez en gros, il a optimisé qu'un chemin sur les deux quand vous avez un if. Et après, si on se rend compte que l'autre chemin du if est aussi emprunté souvent, alors au bout de 200 et quelques itérations, on optimise aussi l'autre chemin. Et des exemples d'optimisation, les plus gros, c'est l'unboxing qui permet de faire du calcul numérique sur des vrais entiers et pas sur des objets Python. On détecte aussi les types, ce qui fait qu'en fait, quand vous avez un attribut sur une classe et que vous savez le type de la classe, vous n'avez pas besoin de regarder dans un dictionnaire ou plusieurs dictionnaires. Typiquement pour les méthodes, il n'y a pas besoin de refaire le calcul de l'héritage à chaque fois que vous touchez un attribut, puisque les classes ne changent pas beaucoup. Le JIT est capable de dire ces boucles-là, les classes sont pratiquement constantes, et donc on optimise pour le cas où c'est constant. Et aussi, on arrive à diminuer l'allocation des objets, ce qui permet de lâcher un peu la pression sur le garbage collector. Et donc, si vous avez un objet qui vit le temps de votre boucle, en fait, à la place, on alloue une structure sur la pile, ce qui fait qu'on n'a pas à allouer de la mémoire et à rajouter de la fragmentation sur le tas. Et donc oui, comment optimiser son code pour PyPy? En fait, il faut écrire du code juste normal. Enfin là, c'est peut-être un peu petit, mais c'est un post de Guido sur comment rendre son code Python plus rapide. Et en fait, on n'est pas d'accord avec presque la moitié des trucs. Enfin, par exemple, éviter d'appeler des fonctions. Enfin, voilà, on trouve ça un peu moyen de dire aux gens d'éviter d'appeler des fonctions. Et après, oui, pour rendre Python rapide, il faut écrire du C. Bon, nous, on veut que les gens écrivent du Python tout le temps, enfin, le plus possible. Par ailleurs, oui, quand j'ai pris le screenshot, si vous regardez, le nombre de plus, c'est 1337, et je trouvais que c'était assez rigolo. Et typiquement, il y a des genres d'optimisation aussi, de micro-optimisation, du genre, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un trick pour les fonctions que vous importez, vous les mettez en variable locale, ce qui permet de limiter sur CPython le nombre de dictionnaires que vous regardez. Et ce genre de trick peut détériorer les performances sur PyPy.
Alors pour la compatibilité, on est 100%, enfin sans les bugs, sans les rares bugs qu'il y a, mais on est 100% compatible avec CPython, sauf quand des fonctionnalités ont été considérées comme par exemple en C, quand vous avez des comportements qui sont définis par le compilateur, et en Python, il y en a quelques-uns. Par exemple, pour les destructeurs. Donc en PyPy, sur PyPy, le destructeur n'est pas garanti d'être appelé juste après que l'objet soit sorti du scope. Et donc ce qui fait que si vous avez par exemple le premier exemple dans une boucle while, si vous avez un while true, et ben en fait à la deuxième itération, vous ouvrez le fichier alors qu'à la première itération, vous ne l'avez pas encore fermé. Et donc le mieux, c'est de fermer le fichier explicitement. Et donc avec un with statement, ça marche bien. Et sinon, pour les gens qui utilisent des versions de Python plus vieilles, il faut faire un try finally. Et par contre, oui, le principal problème, c'est les extensions C, qui, en fait, l'API C est trop proche du comportement de CPython, ce qui fait que c'est très difficile à implémenter et rapidement, en fait. Puisqu'en fait, pour l'implémenter rapidement, il faudrait qu'on enlève nos optimisations Python, et du coup, on perdrait de l'intérêt. Et oui, les performances sont médiocres. Par contre, si vous voulez appeler du C normal, les performances sont très bonnes. Pour le futur, donc, on est en train d'enlever le Global Interpreter Lock avec STM, qui en plus permet de rajouter, d'avoir des transactions, comme des transactions de base de données, mais avec votre code, ce qui fait que vous n'avez pas besoin d'utiliser des verrous et tout ça. Donc en plus, on espère avoir un meilleur modèle de parallélisme qu'utiliser des verrous et compagnie, et en même temps enlever l'interpréteur global. Et on a aussi un port de NumPy qu'on est aussi en train de faire. C'est sur quoi je travaille. En gros, le niveau, il y a quelques fonctions à rajouter, mais en gros, 80% est là. Mais il y a les 20% qui prennent 80% du temps restant qui y a encore à faire. Et aussi, on pense aussi pouvoir rajouter des optimisations au JIT pour pouvoir optimiser NumPy encore plus. Et pour Python 3, on a une version bêta qui est sortie, et je pense qu'il y aura une release dans l'année, ou en début d'année prochaine, quoi. Et donc ces trois projets-là on a un appel aux dons sur ces trois projets, donc, et si vous êtes intéressé par un des trois, ça permet de financer des développeurs comme moi, donc voilà, je vous encourage à donner. Et donc oui, pour NumPy, ce que je fais principalement, donc, en fait, on réécrit le code de NumPy qui est écrit en C, on le réimplémente en RPython, et il peut utiliser le JIT. Il peut utiliser le JIT pour avoir des optimisations encore plus que NumPy. On réutilise le code Python par contre, et on risque d'utiliser le code C aussi qui n'utilise pas du tout l'API. Et donc forcément, on va être aussi... c'est comme avec Python, quoi. On va être le plus compatible possible et en même temps le plus rapide possible. Voilà. Du coup, là, ton travail sur NumPy, c'est quelque chose que tu comptes réintégrer avec NumPy? Tu travailles avec eux directement ou comment ça se passe? Pas vraiment. En fait, on espère qu'on puisse à la fois patcher NumPy de la façon la moins invasive possible, et on espère qu'ils qu'ils accepteront les changements. Et sinon, le cœur, il faut vraiment le réimplémenter, et donc ça, on ne contribuera pas. On ne contribuera pas, puisque en fait, du RPython, ils n'en veulent pas, quoi. J'ai une question sur le GIL. Est-ce qu'il s'applique aussi pour les autres langages qui fonctionnent sur Oui. PyPy? Oui, et ça s'appliquera aussi sur NumPy, par exemple. Et donc, voilà, NumPy utilise le GIL, et donc on pourra enlever le GIL et avoir des trucs sur NumPy en parallèle aussi. Et c'est pareil, oui, je crois, en Ruby, il y a un truc qui s'appelle les Fibers, je crois. Et ça aussi, on pourra utiliser les Fibers sans le GIL.
Tout à l'heure, tu as dit que PyPy faisait de l'unboxing sur les types comme les entiers et faisait aussi des optimisations sur les classes pour simplifier les types. Est-ce que ça permet de faire de l'unboxing quand on a une liste d'objets qui sont tous de la même classe? Ouais, on a une optimisation qui s'appelle list strategy en fait, qui fait que en fait vous avez le type list normal, sauf que nous on a plusieurs back-ends entre guillemets, et on a un back-end pour les strings, les entiers, tout ça. Et le JIT est capable de dire cette liste-là c'est une liste d'entiers, et donc ça sort, enfin on est sûr que c'est des entiers quand ça sort, et on fait de l'unboxing sur les listes. Ouais. Ma question c'était plus si jamais tu avais une liste d'objets complexes avec par exemple 3 attributs, un entier, une string et je sais pas quoi, pour pouvoir unboxer les attributs qui ont des tailles fixes. Non, je crois pas que ce soit possible. Non. Enfin, pas pour l'instant en tout cas. Pas d'autres questions? Si. Donc si je comprends bien, PyPy va optimiser des boules quand il voit qu'elles sont lancées souvent, dans l'optique de si on a quelque chose comme un serveur web qui fait souvent une boucle, il va encore probablement la faire souvent pendant encore des heures, donc autant la compiler et passer un peu de temps à la compiler. Sur des programmes qui vivent beaucoup plus longtemps, genre Mercurial, qui va avoir des temps de vie de la dizaine de secondes, mais qu'on va lancer beaucoup de fois de suite, a priori ça va beaucoup moins marcher. Bah généralement on dit pour les programmes qui tournent moins d'une seconde, pour l'instant on a un warm-up assez conséquent, ce qui fait que oui on est plus lent sur les programmes très courts, une seconde c'est pas très très court, mais sur les programmes qui tournent moins d'une seconde, ouais, pour l'instant on a des problèmes de warm-up, mais on pense pouvoir les résoudre bientôt. Et donc du coup vous avez quoi comme genre de piste pour en fait on veut rendre le traçage moins lourd en fait, puisqu'en fait l'étape de traçage en fait tu traces une itération de la boucle, en fait la vitesse de ça c'est 1000 fois plus lent qu'une interprétation normale quoi. Et donc après on espère récupérer ça, mais en même temps c'est 1000 fois on veut le réduire, comme ça on pourra optimiser plus de boucles et être rapide sur les programmes plus petits. Okay. Et est-ce que garder des informations d'une exécution pour une autre exécution future, ça a du sens, ou est-ce que c'est possible, ou est-ce que c'est trop compliqué? L'assembleur, on ne peut pas le garder, mais par contre on a aussi une piste pour garder en fait quelle boucle est lancée souvent en fait, et au lieu de faire à la 1039e itération, comme on sait que c'est une boucle qui sera lancée longtemps, à la 5e itération, on pourra dire cette boucle-là, on sait que de toute façon, elle sera lancée longtemps, et donc on pourra l'optimiser beaucoup plus tôt. Et du coup, PyPy, ça fonctionne ça a son propre bytecode par rapport à CPython, ou ça utilise le bytecode Ça utilise grosso modo le même bytecode, sauf qu'on a rajouté 2-3 bytecodes en plus. Okay. Surtout, on en a un qui fait, au lieu d'avoir une méthode, quand tu appelles une méthode, c'est 2 bytecodes en fait. En CPython, tu récupères l'attribut, et après, là, tu récupères la méthode comme attribut, et après tu appelles l'attribut. Sauf que nous, on a un bytecode qui s'appelle call method et qui appelle directement, par exemple. Petite question, pour un émulateur pur Python, tu penses que PyPy est intéressant à utiliser, ou qu'il vaut mieux quand même toujours passer par du C? Je pense qu'en fait, il faudra l'écrire en RPython plutôt. Parce que typiquement, on a un émulateur Game Boy qui fonctionne plutôt bien. En RPython, oui. Et donc, on peut avoir un JIT là-dessus. Le problème des interpréteurs écrits en Python, en fait, c'est que justement, tu vois, tu optimises qu'un côté du if. Et donc, le problème, c'est que quand tu as un émulateur, en fait, tu as une boucle avec plein de if. Et donc, quand tu as, 20 if-else, c'est un problème d'optimiser. Oui, on a un gain de performance assez hallucinant qui donc peut
pour moi, mais aussi, bon, je travaille chez Bull où il y a une équipe qui développe aujourd'hui en PyPy sur un projet assez gourmand en temps CPU et en mémoire. Et d'ailleurs, les gens ne comprenaient pas que ce produit n'ait pas plus d'écho dans la communauté. Donc, effectivement, des gains de performance assez hallucinants. Et d'autre part, on a vu aux conférences d'hier tous les problèmes qui sont liés au GIL. Et je voulais savoir ce projet de remplacement par STM, est-ce qu'il y a un espoir de déboucher rapidement? Parce que là, ça serait juste énorme de faire sauter le GIL. En fait, si on veut pinailler, en fait, on l'a déjà enlevé, mais sauf qu'en fait, on l'a enlevé, mais c'est plus lent pour l'instant. Et donc, c'est plus lent si vous avez moins de 16 cœurs. Et donc, ouais, voilà, c'est fini. Mais non, donc du coup, on veut réduire, je sais pas, comme maintenant, je sais pas, à 8 cœurs ou 4 cœurs, la possibilité d'avoir des gains de vitesse, quoi. Enfin, quand je parle de plus lent, je parle plus lent par rapport au même PyPy avec un GIL et avec un JIT aussi. Donc par rapport à ces Python, c'est quand même déjà un peu plus rapide. Ok, eh bien merci Romain.